Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, le podcast où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Et je pense sincèrement que Grim Girls devrait être sponsorisé par Shadows à ce stade parce que, oui, vous le savez si vous êtes abonné à la plateforme, mais il y a quelques jours, ils ont décidé de rendre May dispo. Et comme le film était dans la liste de ceux dont j'avais envie de vous parler un jour, je me suis dit que l'occasion, elle était beaucoup trop parfaite. You know how when you meet someone and you think you like them, but then the more you talk to them, you see parts you don't like. The boy I saw today is different. I like every part of him, especially his hands. Hello? Don't be mad. You've been my friend my whole life. I need a real friend. So what do you do, May? I work at the animal hospital. When I left for vacation, my dog had 4 legs. Now, she only has 3. You can't sew it back on, can you? I could. Oh, you crazy bitch! Actually, I kind of liked it. Does that freak you out? Nothing freaks me out. Jeez, you're a nasty little thing, aren't you? You don't think I'm weird? Oh, Jesus Christ! Do you feel weird doing this? Oh, God, I'm bleeding. I know. This is weird. You like weird. Not that weird. Lionsgate Films presents. I'm sorry things didn't work out between us. We're gonna be your friend. Marie! Shut up! If you can't find a friend, make one. The story of a girl What you reading about? Amputation. who only wanted You have a beautiful neck. I love your hair. You have really beautiful legs. I love your tattoo. the perfect friend. You're gonna look perfect. I need more parts. May. I know you would never hurt me, May. May est un film de 2002 sorti en France en mars 2024, écrit et réalisé par Lucky McKee. C'est son premier film réalisé en solo et son deuxième film après All Cheerleaders Die, film d'horreur à petit budget co-réalisé avec Chris Silverstone et qu'ils referont 12 ans plus tard, soit en 2013, avec cette fois bien plus d'argent et ça se voit tout de suite d'ailleurs, probablement grâce à la réputation de McKee qui n'était à ce moment-là plus approuvée. Après May, Lucky McKee a réalisé un épisode de la série Masters of Horror, Sick Girl ou Liaison bestiale en français, devinez quoi, qui est aussi dispo sur Shadows, mais aussi The Woods, The Woman et un segment dans Tales of Halloween aux côtés de réalisatrices comme Darren Lynn Bousman, Axel Caroline ou encore Neil Marshall. Le point commun de toutes ces productions, c'est le genre horrifique qu'il aime mélanger à d'autres genres comme le drame, la romance, la rom-com ou l'action. Mais c'est un film qu'il a écrit quand il était encore en études de ciné. De base, c'était donc un court-métrage qu'il a ensuite repris, réécrit et allongé pour en faire un long. C'est un projet qui est un petit peu autobiographique, comme il le dit lui-même, parce que comme le personnage titre, Lucky McKee, il a grandi en étant très solitaire et comme le personnage, il avait un léger strabisme qu'il cachait d'ailleurs par un bandeau sur l'œil en maternelle. Selon ses mots, il était lui aussi inadapté socialement, parce que c'est de là que vient l'horreur dans ce film, des normes sociales et de leur cruauté. Parce que du coup, mais ça parle de quoi ? Alors on va reprendre le tout début du film. On voit une petite fille aux cheveux longs qui est seule face à un groupe d'enfants. Un bandeau noir sur son œil cache ce qui la rend différente. Lazy eye, ce qu'on pourrait traduire par une sorte de strabisme. Ce bandeau, c'est sa mère qui lui dit de le mettre, lui expliquant que si elle veut se faire des amis, elle va devoir le cacher. Et quand ça marche pas et que sa fille Maydove Kennedy se retrouve seule, elle lui offre une poupée au visage angélique et aux grands yeux bleus, gardée dans une grande boîte en bois et en verre. La petite fille a interdiction de la sortir de sa boîte, mais elle peut être sa meilleure amie.
parce que, comme sa mère lui dit, If you can't find friends, make one. Si tu ne trouves pas d'amis, fais-en un ou une. Je pense qu'on sait tous que les schémas dans lesquels on évolue étant enfant ont tendance à se répercuter sur notre vie adulte. Du coup, cette petite fille, elle va grandir avec cette idée que pour être acceptée par les autres, elle doit cacher ce qui la rend différente. Du coup, dès les premières minutes où on la voit grandir à l'écran, interprétée par Angela Bettis, on la découvre chez un ophtalmologue qui va lui donner des lentilles miracles qui serviront à, entre guillemets, corriger son œil qui part, entre guillemets, du mauvais côté. Et ça rend May très heureuse parce qu'elle a un date ce soir. Elle va tenter de rencontrer l'homme qui l'obsède, qu'elle a vu de loin par hasard et qu'elle trouve extrêmement séduisant. Et surtout, dont elle aime beaucoup les mains. Quand on regarde May, on est donc devant une sorte de film horrifique teinté de comédie romantique et de drame, une sorte de rom-com qui tourne mal et qui approche presque le slasher. Dans cet épisode, il y a plusieurs points que j'aimerais approfondir qui, comme pour les autres épisodes du podcast, risquent de spoiler les événements du film. Du coup, je le dis texto ici, mais il vaut mieux avoir vu le film pour écouter cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait du coup, je le rappelle, le film est dispo sur Shadows. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours profiter d'un essai gratuit, du coup, n'hésitez pas. Avant d'explorer ces différents points, je voulais parler un peu du dessous de la création du personnage de May. Tout d'abord, Lucky Mackie, il a pris pour inspiration différents personnages et différentes performances. Il va citer par exemple Amanda Plummer dans The Fisher King. And we'll probably have a drink and talk and get to know each other a little bit better, get comfortable. And then you'll sleep over. And in the morning you'll awake and you'll be distant. And you won't be able to stay for breakfast. Carrie, autant du roman que de l'adaptation de 76 par De Palma, ce qui est marrant d'ailleurs parce que Angela Bettis, elle a aussi joué Carrie dans la version de 2002 de David Carson, ou encore Isabelle Adjani dans l'histoire d'Adèle H de Truffaut. Je ne vous demande qu'une chose. Même si vous ne m'aimez pas, laissez-moi vous aimer. Oh oui, laissez-moi vous aimer. Prenez garde. Si vous me rejetez, j'irai trouver vos supérieurs. J'en montrerai vos lettres. Je ferai tout pour vous nuire. Je leur révélerai votre conduite. Je vous ferai chasser de l'armée. Tous ces personnages mélangés, ils vont en fait créer May. En plus de ça, je l'ai dit un peu plus tôt, mais le réalisateur, il a mis pas mal de sa propre personne dans le personnage. On peut alors se demander pourquoi il n'a pas pris de personnage, de protagoniste masculin. Sa réponse est la suivante. Prendre une femme est beaucoup plus fascinant, plus dérangeant dans un tel contexte. Je trouve les femmes beaucoup plus douées que les hommes lorsqu'il s'agit d'exprimer des émotions très puissantes, très profondes. De plus, ça brouille un peu les pistes. Le parallèle avec moi n'en est que moins évident. Je vais me permettre de commenter sa réponse. Je sais pas si certaines d'entre vous sont d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a quand même un certain sexisme dans sa réponse. Que je recontextualise évidemment avec le fait que là on est dans le début des années 2000. Mais quand même, ce truc de penser que les femmes sont plus douées que les hommes pour exprimer leurs émotions, c'est pas ouf quoi. Il y a peut-être une part de vérité dans le fait que c'est plus socialement accepté et qu'effectivement, on va malheureusement éduquer et socialiser les garçons à ne pas parler de leurs émotions, surtout des émotions autres que la colère en fait. Du coup, dans cette réponse, on n'a pas suffisamment d'éléments, je trouve, pour savoir si le réalisateur il est vraiment convaincu que c'est une certitude que les femmes savent mieux s'exprimer que les hommes, ou s'il prend en compte l'aspect plus sociétal pour en faire une critique. Chaque personne y verra ce qu'elle y verra. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire savoir ce que vous y comprenez. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est le fait qu'il trouve ça plus dérangeant de voir une femme sombrer dans la folie et dans le crime. Notez ça parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard, après avoir décortiqué d'autres aspects et événements du film. Ce qui est au cœur du film, c'est évidemment le personnage de May. C'est une femme qui a grandi très seule, sans véritable amie, si ce n'est une poupée de porcelaine qu'elle pouvait même pas toucher. On lui a aussi appris qu'il fallait qu'elle cache ce qui la rend différente, ce qu'elle tente de faire pour rentrer dans un moule qui ne lui convient absolument pas. Personne ne lui a donné la recette en fait, elle a pas les codes sociaux. J'ai lu certaines reviews et commentaires sur Letterboxd de personnes sur le spectre autistique qui du coup se voient en May.
Je pense également que toute personne ayant peur d'être seule, d'être rejetée, peut la comprendre. Parce qu'elle est si seule, elle aime de manière viscérale et obsessionnelle. Elle s'attache aux autres avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme, ce qui peut faire peur et ce qui finit par exemple par éloigner Adam, l'homme qui l'a charmée sans même s'en rendre compte et avant même qu'il n'échange un seul mot. Parce qu'elle a besoin de quelqu'un auprès d'elle, elle est prête à donner, à beaucoup donner, très vite, peut-être trop vite. Ça, je vous laisserai juger par vous-même. Lucky Mackie, il qualifie le film de portrait pour les marginaux, ce que je trouve être plutôt une bonne description. Par contre, et je veux vraiment être claire là-dessus, il n'y a rien dans ce que Lucky Mackie a déclaré sur le film qui prouve que May est sur le spectre ou neuroatypique, même si en cherchant des discussions sur le film, c'est quand même très facilement ce qu'on trouve dans les propos qui qualifient notamment May de personnage neuroatypique et queer. Queer parce qu'on va notamment la voir relationnée avec une collègue. Je suis tombée sur un article qui est d'ailleurs plutôt intéressant, qui est dans la description de cet épisode, écrit par une personne sur le spectre, et qui pointe notamment le fait que la recherche de perfection que May a en autrui, c'est en soi une sorte de preuve qu'il y a autre chose en plus, peut-être, que la neuroatypie chez le personnage. N'étant pas sur le spectre moi-même, je me sens pas forcément légitime pour en parler, donc si vous vous sentez concerné et que vous avez quelque chose à dire sur le sujet, vraiment n'hésitez pas à revenir vers moi et je partagerai, si vous le consentez évidemment, votre avis sur la question. En tout cas, on peut dire que May, elle essaye tant bien que mal de s'intégrer et de suivre les normes tout en restant elle-même. Elle va du coup fabriquer ses propres vêtements, elle va être attirée par tout ce qui est un peu macabre et elle va travailler dans une clinique veto qui allie du coup ces deux passions, donc l'anatomie et la couture. C'est surtout en apparence en fait qu'elle va essayer de se fondre dans la masse, mais elle peut et elle veut pas vraiment changer qui elle est, c'est-à-dire une femme qui a besoin d'amour et qui en a en elle. Elle en a énormément d'ailleurs, et elle veut le donner à quiconque en voudra. Pour ça, elle va avoir tendance à ignorer les défauts et les parties qu'elle n'aime pas, comme elle le dit. Et dès qu'elle les voit, dès qu'elle est déçue par quelqu'un, elle va se fissurer, comme la paroi de verre qui protège sa poupée Suzy. Thank you. Hello? Is Adam there? Hey, what's up? Not much. How did you know it was me? Hello? Who is this? May, silly. What are you doing tonight? Hello? Why? I was just thinking that maybe we could get together and do something. I have plans. Oh. Hello? Who are you talking to? What about tomorrow night? Maybe. Maybe. Okay, well, what time? I'll wait. Don't do that. No, it's okay. I'll wait. I gotta go, man. Okay. Well, I'll talk to you tomorrow then. Goodbye, man. Il y a d'abord Adam, l'homme qui l'obsède avant même de le connaître. Elle le voit un jour par hasard et elle va l'aimer immédiatement. Elle le trouve beau et elle adore ses mains. Elle fait tout pour attirer son attention. Elle va troquer ses lunettes pour des lentilles, elle va se maquiller, elle va mettre des vêtements entre guillemets plus féminins qui en fait vont découvrir ses épaules et son décolleté. Et ça marche. Elle obtient un date, puis plusieurs autres, et elle est super heureuse parce que Adam il a l'air de l'aimer, d'aimer qui elle est, même quand elle lui décrit son travail parfois dégoûtant ou qu'elle le prévient qu'elle est un peu bizarre. Ce à quoi il va d'ailleurs répondre:
like real life. Donc j'aime ce qui est bizarre, j'aime beaucoup ce qui est bizarre. Sauf qu'il s'attend pas vraiment à ce qu'il découvre en mai. Ce gars un peu hipster qui fait un porno cannibale, et il aime pas ce que May finit par être, une femme avec une véritable personnalité et des défauts. En quelque sorte, May et Adam y cherchent et aiment une sorte de superficialité. Je m'explique. Mais elle recherche la perfection chez les autres et elle finit par ne plus les aimer lorsqu'ils ne sont pas comme elle espérait. Adam, il aime l'apparence et ce que les autres renvoient ainsi que l'amour qu'elle lui donne, mais il est plus intéressé quand elles deviennent de véritables personnes à ses yeux. Pour lui, je dirais que May, elle est d'abord sa Manic Pixie Dream Girl, un terme qu'on a déjà évoqué dans le podcast dans l'épisode sur The Bride, mais je vais quand même évidemment le réexpliquer ici. En gros, la Manic Pixie Dream Girl, c'est un trope qui a été popularisé en 2009 et qui décrit un type de personnage féminin qui va être excentrique, décalé, un peu fofolle en gros, et qui aura pas d'autres traits de personnalité ni d'aspiration personnelle. La Manic Pixie Dream Girl, du coup, elle est généralement accompagnée par un personnage masculin, plus ou moins mystérieux, et introverti, qui verra en elle une façon de profiter de la vie. Elle est donc généralement pas considérée comme une personne complexe. Et c'est comme ça, je pense, que Adam voit May. D'ailleurs, il la traite de tarée derrière son dos et il revient vers elle dès qu'il en a besoin. En général, c'est pour flatter son propre ego. Adam, il est donc un autre espoir qui se brise pour May, qui la rejette après lui avoir dit qu'il aimait ce qu'elle était. Mais elle est également considérée comme queer parce qu'elle fréquente Polly, sa collègue de travail lesbienne et horny interprétée par Anna Faris. Pendant toute la première partie du film, Polly, elle tente de draguer May en lui faisant des avances franchement explicites que May ne perçoit évidemment pas parce que elle sait pas à quoi ça ressemble et elle sait pas comment y réagir non plus. Do you like pussy? What? Cats. Do you like pussycats? Jeez, you're a nasty little thing, aren't you? Et puis, après s'être faite rejeter par Adam, May elle va se retrouver à l'appartement de Polly, qui lui dit les mêmes choses qu'Adam. Sauf que Polly ne lui ment pas vraiment. Et en fait, elle aime vraiment May. Elle lui demande si elle est sérieuse à propos d'elle, une question qui se comprend quand un mec qui lui a dit pareil a finalement décidé de la laisser tomber. Et quand Polly confirme, elles finissent par s'embrasser et May, enfin acceptée et aimée par quelqu'un, s'attache. Et elle revient plus tard chez elle. Mais Polly, elle est littéralement Polly. Elle aime le sexe avec des femmes qui l'attirent, et May la surprend avec Ambrosia, une belle blonde aux jolies jambes. Elles n'ont pas discuté en soi de ce qu'était leur relation, mais elle a des attentes, Polly elle en a d'autres, et ça va être cette incompréhension qui va provoquer une autre cassure en May. Comme Lucky Mackie l'explique, au cours de l'histoire, May tente de se lier avec un homme, une femme, puis des enfants et un animal de compagnie. Tous vont finalement la rejeter ou la fuir d'une manière ou d'une autre. Il y a en effet cette intrigue où May veut aider à s'occuper d'enfants aveugles, mais elle va tout ruiner lorsqu'elle amène sa poupée Suzy. Trigger warning d'ailleurs, elle va finir également par tuer un chat, littéralement un animal qui a lui aussi ses propres envies et qui peut pas apporter à May le confort dont elle a besoin après tous ces fiascos. On bascule dans la dernière partie, où May elle va se rendre chez Polly, puis chez Adam lors de la soirée d'Halloween, habillée comme sa propre poupée Suzy, avec une nouvelle personnalité. Elle va être plus confiante, elle va être plus déterminée. Angela Bettis, elle a décrit l'état d'esprit de May dans ce dernier acte comme suit. « Si les gens refusent de m'accepter tel que je suis, alors que j'obéis à leurs règles, alors je vais jouer avec les miennes. » À cet instant, elle voit plus les gens comme un tout, mais comme des parties. Ça, c'est une sorte de changement qui va s'opérer progressivement dans le film, où elle va d'abord dire qu'elle aime quelqu'un, puis progressivement, elle va apprendre à connaître la personne, elle va avoir des parties qu'elle n'aime pas, et puis ensuite qu'elle va plus du tout aimer cette personne. Et puis petit à petit, pendant le film, elle va vraiment collecter en fait des parties de ces personnes qu'elle rencontre, des parties qu'elle aime, sur un tout qu'elle n'aime pas. Elle va décider du coup de prendre les parties qu'elle veut, pour construire son ou sa propre amie, comme une sorte de créature de Frankenstein.
C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui font un petit peu un rapprochement avec ce film en disant que c'est un film un peu Frankensteinesque. Je sais pas exactement si c'est ça le terme. La dernière scène, elle est hyper tragique, avec May qui va en fait supplier sa création de la voir. J'avoue que cette scène, elle m'a vraiment fait pleurer. Save me! All I want. Angela Bettis, elle est incroyable pendant tout le film, mais vraiment sa performance dans cette scène, elle est particulièrement bluffante. Elle fait beaucoup pour la réussite du film, selon moi. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est le twist et le challenge qu'il va porter au genre du psycho killer movie. Lucky Mackie, il dit qu'il a écrit son film en ayant en tête qu'il voulait qu'on ait de l'empathie pour May, qu'on ait peur pour elle. Il a dit notamment que elle n'est pas un monstre, mais on ne peut pas pour autant la considérer comme une victime, bien qu'elle ne connaisse que blessures et humiliations. En effet, May, elle tue, et tuer en soi, c'est un acte inexcusable, je dirais sauf dans certains cas, mais on la comprend. Ça aide évidemment qu'on passe tout le film de son côté. On est vraiment avec elle du début à la fin, on entend sa voix nous raconter les choses, et on la voit dans des moments les plus intimes, comme par exemple quand elle parle à sa poupée qui semble la dénigrer en silence. Mais quand on décrit May, en général, on tombe pas vraiment dans le discours de c'est une folle furieuse et qui tue. Plutôt, on va retenir en fait que c'est une femme qui souffre énormément de solitude. Et ça, personnellement, je pense que c'est vraiment dû à l'écriture du personnage, à l'écriture du film qui est très intelligente, et aussi à sa mise en scène qui est anxiogène et qui va vraiment très bien, je trouve, refléter May et son état mental qui va progressivement se dégrader. C'est aussi un film qui est souvent rangé dans la catégorie Weird Girls Movie, donc film pour filles bizarres. Il n'y a pas vraiment de définition pour ça, j'ai cherché, hein, donc je peux vous le dire. On pourrait presque l'appeler un nouveau genre, tellement il a pris de la place aujourd'hui dans la façon dont certaines personnes parlent de films. Alors je dirais que littéralement, un film Weird Girls, ce serait un film qui représente une fille ou une femme, entre guillemets, bizarre, et ou qui est fait pour des filles et des femmes, entre guillemets, bizarres. Alors c'est peut-être pas très parlant, hein, je suis désolée pour ça d'ailleurs, mais en fait j'ai vraiment l'impression qu'on est sur des vibes plutôt que sur réellement des éléments narratifs d'un film. Des films qui vont souvent être cités, et ça je vous le dis après avoir fait des petites recherches sur internet dans des forums, comme sur Elite. Ça va être des films comme outre May, Ginger Snaps, Audition, American Mary, Excision, Pearl, Poor Things ou encore Sainte Maud. Tous vont avoir en commun une protagoniste qui va se mettre à tuer, sauf Poor Things, si je me souviens bien, qui est un peu une exception dans cette liste, mais où l'héroïne, elle pourrait en soi être considérée comme un peu bizarre, je crois. Un article de Teen Vogue appelé Weird Girl Autumn, an Ultimate Movie Guide, commence en disant que si l'été est pour les hot girls, l'automne, il est pour les weird girls. Skylie Alvarez l'écrit dans cet article, je cite, « De la puberté au film body horror en passant par des héroïnes tombées dans la folie la plus totale, jusqu'au malaise général qui ronge la vie intime et tout ce qui se trouve entre les deux, ce genre au contour flou et réconfortamment confidentiel est parfait pour ceux et celles qui souhaitent remplacer le marathon cinématographique habituel d'Halloween par quelque chose d'un peu plus sombre et décalé. » Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le genre du Weird Girl cinéma, donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresserait, si j'analyse tout ça dans un épisode dédié. Pour terminer, je dirais que May, c'est un film qu'il faut définitivement avoir vu au moins une fois dans sa vie. Il a une ambiance sombre, avec une musique fantaisiste et mystérieuse qui me plaît beaucoup personnellement. Il a définitivement sa place dans ce podcast parce que la protagoniste, je trouve qu'elle est superbement écrite et interprétée d'ailleurs.
avec des couches multiples qui sont super intéressantes à analyser. Un petit coup de cœur du coup pour moi. Si vous voulez plus de May, je vous invite à lire l'article écrit par Evil Twin Horror qui est également dans la description. Je vous conseille aussi la superbe édition DVD et Blu-ray par ESC qui m'a beaucoup servi pour cet épisode. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur May. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram à GrimGirlsPod. Je répondrai avec plaisir. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain film.